Je m'appelle Michael. J'ai 36 ans et mes propres parents ont essayé de me voler légalement ma maison pendant que je vivais encore dedans. Avant de te raconter comment j'ai retourné la situation d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette histoire. Tout a commencé un mardi. Les mardis sont un vrai cauchemar dans mon cabinet d'avocat. Un déluge sans fin de dépositions, de rendez-vous avec des clients, et la pression écrasante des heures facturables. J'étais complètement plongé dans un litige contractuel compliqué. Ma tête occupée à naviguer dans les pièges des clauses de responsabilité. Quand mon téléphone personnel a vibré sur mon bureau. Une vibration que j'ignorais d'habitude, mais cette fois, quelque chose m'a poussé à regarder. C'était un message de mon fils aîné, Hassan. Il a 14 ans. À cet âge, un message de son père, c'est gênant, sauf si c'est pour un voyage ou de l'argent. Donc un message d'un seul mot de lui ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Le message disait « Appel ». Tout de suite, le jargon juridique dans ma tête s'est évaporé. Remplacé par une montée d'adrénaline glaciale. Un appel de Hassan pendant les heures de cours voulait dire qu'il y avait un problème. Un gros problème. J'ai murmuré une excuse à mes collègues, disant que j'avais besoin d'un moment. Et je suis sorti de la salle de conférence, mes chaussures en cuir ne faisant aucun bruit sur la moquette épaisse. Le couloir était silencieux, la climatisation à l'arrêt. Mais mon cœur battait fort contre mes côtes. Jason, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Daniel est blessé? Sa voix à travers le téléphone était tendue, un chuchotement désespéré. Papa, c'est mamie et papy. Ils sont en train de sortir nos affaires. De nos chambres en ce moment même. Je me suis arrêté net dans le couloir. Je n'arrivais pas à comprendre ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils sortent vos affaires » ? Ils emmènent tout au sous-sol. Le chuchotement s'est brisé dans la panique. Ils ont dit que Nathan avait besoin de nos chambres. Ils ont dit que le sous-sol était bien pour nous maintenant. Le sous-sol. Une vague glaciale et brûlante m'a traversé. Le sous-sol humide et moisi, avec ses tuyaux visibles et son sol en béton. Celui que j'avais interdit explicitement et à plusieurs reprises. Pour toute autre chose que le rangement des décorations de Noël. Le sous-sol qui avait pris 15 cm d'eau pendant une tempête il y a 2 ans. Détruisant une montagne d'objets qu'on avait bêtement stockés là. Mes parents, Eleanor et Harold, vivaient sous mon toit depuis 2 ans. Mon petit frère, Robert, et son fils de 8 ans, Nathan, étaient là depuis 6 mois. Je leur avais ouvert ma maison. La maison que j'avais construite avec ma défunte femme, Sarah. Et voilà comment on me remerciait. Laisse-moi parler à ta grand-mère, Jason. Ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Un moment de sons étouffés. Puis la voix d'Eleanor, joyeuse et enjouée. Michael, mon chéri, tout va bien au travail? Non, maman, tout ne va pas bien. Qu'est-ce que vous faites avec les chambres de mes enfants? La joie disparut, remplacée par un ton ferme et autoritaire que je connaissais bien. Oh, ça? On a juste décidé qu'il était temps de changer un peu. Nathan a besoin d'un vrai espace pour s'épanouir. Le pauvre, il a déjà traversé tellement de choses. Franchement, Michael, 2 ados n'ont pas besoin des 2 plus belles chambres de la maison. Le sous-sol est plus que suffisant pour eux. J'ai senti le sang me quitter le visage. C'était d'un culot incroyable. Il n'y a rien à discuter. Maman, remets leurs affaires à leur place. C'est déjà fait, dit-elle, sa voix sucrée remplie de certitude absolue. C'est mieux pour la famille. Maman, dis-je, ma voix devenant grave et contrôlée, comme celle que j'utilisais au tribunal. Juste avant de détruire un témoin hostile. Je serai à la maison dans exactement 45 minutes. Je m'attends à retrouver chaque photo, chaque livre, chaque vêtement à sa place. Tu me comprends bien? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Mes mains ne tremblaient pas. Mon visage affichait un calme professionnel pendant que je retournais à mon bureau. Mon assistante, Linda, une femme qui savait lire mes humeurs mieux que personne, a levé les yeux, alarmée. Michael, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je l'ai regardé, mais dans ma tête, je préparais déjà un plan. Une option sombre que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Linda, ai-je dit d'une voix froide et nette comme une matinée d'hiver. Annule tout ce que j'ai aujourd'hui et mets Jessica en ligne pour moi. Dis-lui que la situation X vient d'être déclenchée.
Avant de te raconter ce trajet de 45 minutes jusqu'à la maison. Un trajet où chaque feu rouge me paraissait comme une insulte. Je dois t'expliquer ce que représente cette maison. Tu dois comprendre la promesse que j'ai faite. Sinon, ce que j'ai fait ensuite pourrait sembler extrême. Pour moi, c'était la seule option. Cette maison, ce mélange de bois, de briques et de verre dans une rue calme de banlieue, était le dernier morceau vivant de ma femme. C'était la promesse que j'avais faite à Sarah, rendue réelle. Sarah avait été arrachée à nos enfants il y a 5 ans. Le cancer est un mot qui a encore un goût de cendre dans ma bouche. Ce fut un siège lent et cruel. Durant ces derniers mois, notre monde s'était réduit à notre chambre baignée de soleil. Un après-midi, pendant que la morphine lui donnait un instant de lucidité, elle m'a pris la main. Sa prise était étonnamment ferme, une dernière étincelle de son esprit combatif. Ses yeux, du même vert vif que ceux de notre fils Daniel, se sont plongés dans les miens. « Promets-moi, Michael », murmura-t-elle d'une voix faible. « Promets-moi que tu garderas cette maison pour les enfants, quoi qu'il arrive. C'est leur repère. Ici, on sera toujours une famille. C'est leur maison. » Les larmes coulaient sur mon visage, mais je la regardais droit dans les yeux. « Je te le promets, Sarah. » Ce n'était pas juste une promesse. C'était un serment sacré. Nous avions acheté cette maison avec l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour un acompte. Assez pour qu'on puisse commencer notre vie. On n'a pas juste emménagé, on a donné vie à ces murs. Je sens encore l'odeur de la peinture du week-end où on a décoré la chambre de Hasson. Sarah, avec une tache de peinture bleu ciel sur la joue, avait insisté pour peindre une galaxie. On est resté allongé des heures, le cou douloureux, les mains tremblantes. À peindre des points phosphorescents sur le plafond pour faire des constellations maladroites. « Il va dormir ici et rêver d'aventure », avait-elle dit. Son sourire si lumineux que l'ampoule nue semblait terne. « Et cette maison sera remplie d'aventures, Michael. » Et c'est ce qu'elle est devenue. On faisait des barbecues dans le jardin, connu pour mes burgers brûlés et sa salade de pommes de terre parfaite. On avait un petit potager qui produisait surtout des tomates tristes, mais on se sentait comme des pionniers. On marquait la taille des enfants sur le cadre de la porte de la cuisine. Preuve que le temps passait trop vite. Chaque coin gardait un souvenir, un éclat de rire du passé. L'accoudoir usé du fauteuil était l'endroit où elle lisait. L'éclat sur la table basse venait de la fois où Daniel, tout petit, en avait fait un tambour. Cette maison n'était pas un bien. C'étaient les archives de notre histoire d'amour. Après son départ, elle est devenue ma forteresse. Le silence y était une présence en soi. Mais si j'écoutais bien, je pouvais encore l'entendre. Élever 2 enfants en deuil tout seul. Tout en grimpant dans un cabinet d'avocats exigeant. C'était une épreuve sans fin. J'ai mis toute mon énergie à leur créer une stabilité. Notre thérapeute, la docteure Thompson, une femme douce avec des yeux pleins de sagesse, m'a dit que la routine et un environnement sûr étaient essentiels pour les aider à guérir. Cette maison était cet endroit sûr. C'était la seule chose stable dans leur monde brisé. Alors, il y a 2 ans, ma famille a commencé une invasion lente et discrète. Ça a commencé par un appel de ma mère, Eleanor. Elle est une experte en manipulation émotionnelle. Et là, elle jouait son chef-d'œuvre. Elle pleurait à cause de mauvaises décisions d'investissement. Et du risque de perdre sa maison. Michael, on n'a nulle part où aller, sanglotait-elle. Juste pour un moment, juste jusqu'à ce que ton père et moi puissions nous remettre sur pied. Mon père Harold était à l'autre bout du fil, faisant des bruits graves et agréables. Comment pouvais-je dire non? C'étaient mes parents. J'étais leur fils avocat qui avait réussi. C'était mon devoir. J'ai libéré mon bureau à la maison. Je l'ai déplacé dans la petite chambre d'amis étroite. Et je leur ai donné la grande suite pour inviter. Au début, c'était presque agréable. Ma mère cuisinait. Mon père aidait à jardiner. Pendant un court instant, on aurait dit la grande famille animée dont Sarah avait toujours rêvé. Mais les petits détails ont commencé très vite. Des remarques indirectes, subtiles, toujours accompagnées de sourires. « Tu as eu beaucoup de chance d'avoir reçu l'héritage de ta grand-mère, Michael. » disait ma mère en me tapotant le bras. Robert n'a jamais eu ce genre de chance. Ou alors mon père qui regardait mon relevé de prêt hypothécaire que j'avais laissé sur le comptoir par accident. C'est un lourd fardeau, mon fils.
Une grande maison comme ça. Heureusement qu'on est là pour t'aider à le porter. Il n'était pas en train de m'aider, il ajoutait du poids. Petit à petit, il changeait subtilement l'idée que cette maison était la mienne. Pour la présenter comme un bien familial partagé, dont je n'étais que le gardien. Il y a 6 mois est arrivée la deuxième vague de l'invasion. Mon frère cadet, Robert, et son fils Nathan. Robert, l'enfant chéri éternel, venait d'être licencié. C'était un père célibataire, et la campagne que menait ma mère pour lui était d'une stratégie brillante. C'est ton frère, Michael. C'est la famille, et le pauvre Nathan, si sensible, a besoin d'être proche de ses cousins. C'est pour le bien des enfants. Alors j'ai encore cédé. J'ai donné à Robert l'autre grande chambre d'amis. Et ainsi, mon sanctuaire paisible est devenu une maison bruyante et bondée de 5 chambres. Où je commençais à me sentir comme un invité. Le changement d'ambiance a été immédiat et écœurant. Nathan était traité comme un petit prince. Robert ne faisait jamais rien de mal. Si Daniel invitait un copain à la maison, ma mère disait qu'il devait faire moins de bruit, car Nathan faisait la sieste. Si Hasson était content d'avoir été pris dans l'équipe de foot de l'école. Mon père changeait de sujet pour parler de la façon dont Robert allait bientôt décrocher un super boulot. J'ai vu la lumière dans les yeux de mes fils commencer à s'éteindre. Ils passaient plus de temps dans leur chambre, porte fermée. Ils se retiraient, cédaient du terrain dans leur propre maison. J'ai essayé d'en parler. J'ai réuni mes parents un soir. Maman, papa, ai-je commencé en essayant de garder une voix calme. On doit être une équipe, et ça veut dire être juste avec Jason et Daniel. C'est avant tout leur maison. Le visage d'Eleanor s'est figé. Michael, je suis choqué que tu nous accuses de préférer l'un aux autres. C'est une chose horrible à dire. On aime tous les enfants. Tu es juste stressé à cause de ton travail. C'était du gaslighting classique. Mes inquiétudes n'étaient pas valables, c'était à cause de mes propres échecs. La discussion n'a mené à rien. C'est ma meilleure amie, Jessica Thorne, qui a mis un mot sur ce que je ressentais. On déjeunait ensemble et je me confiais. Ils ne vivent pas seulement chez toi, Michael, avait-elle dit. Son cerveau d'avocate analysant la situation. Ils font une prise de contrôle douce. Tu dois te protéger. Ton nom est le seul sur l'acte de propriété. Mais ils sont en train de créer un récit de dépendance et de droit. C'est une stratégie classique. Elle a insisté pour faire une copie certifiée de mon acte de propriété. Et du testament de ma grand-mère, et les garder dans le coffre de son bureau. Appelle ça une assurance, avait-elle dit. Je me sentais idiot, mais j'ai accepté. Le docteur Thompson a confirmé mes peurs. Les enfants ont l'impression qu'on viole leur espace, Michael. M'a-t-il dit pendant une de mes séances. Et ils voient leurs grands-parents et leur oncle agir avec une autorité qui ne devrait être que la tienne. Ça crée une insécurité profonde. Ils doutent de leur place dans leur propre maison. C'était le déclic. L'entendre de lui, l'homme qui nous avait guidés dans nos pires moments, a tout rendu réel. À force de vouloir être un bon fils et un bon frère. J'avais failli à mon devoir principal, être un bon père. Ce soir-là, j'ai appelé Jessica. Et tu avais raison, ai-je dit d'une voix sombre. J'ai besoin d'un plan, d'un scénario catastrophe, d'un truc légalement inattaquable. On a passé des heures au téléphone à le construire. Une stratégie pas à pas, un pare-feu légal. On lui a donné un nom de code, un truc qui sonne comme dans un film d'espionnage pour alléger l'ambiance. Mais l'intention était très sérieuse. On va appeler sa situation X, avait-elle dit. Et tu ne l'actives que s'il franchisse une limite si grave qu'il n'y a plus de retour en arrière. En conduisant, les lumières de la ville défilaient derrière ma vitre. Je savais que cette limite avait été franchie. Ils n'avaient pas juste bougé des meubles. Ils avaient profané un sanctuaire. Violé une promesse faite à une femme mourante. Déclaré la guerre au sentiment de sécurité de mes enfants. Et j'étais sur le point d'utiliser une arme légale et émotionnelle qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Ils pensaient que je n'étais que Michael, le fils calme et en deuil. Ils allaient découvrir que j'étais aussi un avocat. Un père. Et un homme qui n'avait absolument plus rien à perdre. Je ne suis pas entré dans l'allée. Je me suis garé dans la rue, une décision tactique volontaire. Ce n'était pas un retour à la maison. C'était une intervention. Je suis resté assis dans la voiture un long moment.
les mains serrées sur le volant. Et j'ai simplement regardé la maison. La joyeuse porte bleue que Sarah et moi avions peinte un samedi ensoleillé. Le grand chêne dans le jardin de devant où on avait accroché une balançoire avec un pneu. Tout semblait si normal, si paisible. Mais à l'intérieur, je le savais, il y avait une plaie infectée. J'ai attrapé ma mallette, mon bouclier et mon arme. Et j'ai marché vers la maison. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup avant même que je puisse attraper la poignée. Comme s'il m'attendait avec impatience. Ma mère, Eleanor, se tenait dans l'encadrement de la porte avec un sourire serein et triomphant. C'était le sourire condescendant d'un vainqueur. Et ça m'a glacé le sang. Michael, c'est merveilleux que tu sois rentré, gazouilla-t-elle. Son ton donnant l'impression que j'étais un invité bienvenu. On a été super productif. La maison a une meilleure énergie maintenant. Nathan est ravi de sa nouvelle chambre. Mon père Harold flottait derrière elle. Un fantôme dans la fête. Il avait au moins la décence de paraître gêné. Ses yeux allant de mon visage à un point invisible derrière moi. Alors, mon fils, murmura-t-il d'une voix apaisante. On en a parlé, et Nathan traverse une période difficile depuis que Robert, depuis qu'il a perdu son emploi. Un enfant a besoin d'un espace adapté pour se sentir en sécurité et faire ses devoirs. Mon frère Robert, la cause de tout ça, était un exemple parfait de passivité agressive. Il s'appuyait contre l'arche du salon, regardant son téléphone. Ignorant complètement la scène. Il ne tirait pas sur la gâchette, mais il fournissait les balles. Je ne leur ai pas accordé un seul regard. J'étais concentré. Mes yeux scrutaient l'entrée derrière eux, à la recherche d'eux. Et je les ai vus. Mes fils, Hasson et Daniel, étaient recroquevillés ensemble sur la dernière marche de l'escalier principal. Ils semblaient petits et perdus. Daniel, mon garçon sensible et créatif de 12 ans, avait le visage enfoui dans ses genoux. Ses épaules tremblantes de pleurs silencieux. Jason, mon fils de 14 ans qui essayait si fort de devenir un homme. Regardait fixement le sol, la mâchoire crispée par la colère. Leur sac d'école était posé à leurs pieds. Ils ressemblaient à des enfants qu'on avait évacués. Cette image voir mes enfants, brisés et anéantis, dans l'unique endroit où ils devaient se sentir protégés sans condition, a fait exploser le peu de calme qu'il me restait. La colère froide et contrôlée que je nourrissais depuis des jours s'était transformée en feu brûlant. J'ai passé mes parents sans leur dire un mot. Le bruit de mes chaussures sur le parquet sonnait comme un marteau de juge. Je me suis arrêté juste devant mes enfants. Et je me suis accroupi pour être à leur niveau, formant une barrière entre eux et les autres. « Léi », dis-je d'une voix incroyablement douce. « Regardez-moi. » Daniel leva les yeux, son visage couvert de taches et de larmes. Les yeux de Hasson croisèrent les miens, et ce que j'y vis, un mélange de trahison, de colère et de confusion renforça ma détermination. « Papa, ils ont juste jeté nos affaires dans le garage. » La voix de Hasson était rauque. Ma balle de baseball signée, celle du match des étoiles où tu m'as emmené, est dans un carton avec plein de vieilles boîtes de peinture qui fuient. Daniel parla enfin, sa voix était faible. Et mon carnet de croquis, celui que m'a donné maman Sarah, il a disparu. Mamie a dit que c'était juste du désordre. Je fermai les yeux une fraction de seconde. Du désordre. Le dernier cadeau de ma femme à son fils. J'ai tendu les bras et mis une main sur l'épaule de chacun de mes fils, les serrant doucement. Je sais. Et je vais arranger ça. Je suis vraiment désolé d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Je me suis lentement relevé et je me suis tourné pour faire face aux 3 adultes qui observaient cette scène pleine de tendresse avec des expressions allant de l'impatience à l'agacement. Je dis alors, d'une voix calme mais lourde comme une condamnation à mort, « Où sont les affaires de mes enfants ?» Eleanor agita une main d'un geste dédaigneux. « Pour l'amour de Dieu, Michael, on te l'a dit. La plupart sont au sous-sol. On a mis une partie des déchets dans le garage pour faire de la place. » Des déchets. Je répétais, en savourant ce mot. Tu parles de la collection de romans de science-fiction en édition originale de mon fils, qu'il collectionne depuis ses 10 ans? Ou des fournitures d'art professionnel de mon autre fils, le dernier cadeau d'anniversaire que sa mère lui a offert? C'est ça que tu appelles des déchets? Harold traîna des pieds. Bon, Michael, tu t'emballes un peu. Ce ne sont que des objets matériels. Ce ne sont pas que des objets matériels.
dis-je d'une voix qui claqua comme un fouet dans le silence tendu. Ce sont les symboles de leur enfance, de leur sécurité, ce sont leurs affaires dans leur chambre, dans ma maison. Je fis un pas ferme vers eux et je vis ma mère frissonner. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je la voyais réagir ainsi. Elle avait l'habitude que je reçoive ses coups sans jamais les rendre. Je me tournai vers mes fils, et ma voix se fit de nouveau douce. Montez dans vos chambres, préparez un sac pour dormir dehors ce soir. Juste l'essentiel. Brosse à dents. Une tenue pour l'école demain. Vos chargeurs de téléphone. La tête de Hasson se releva d'un coup. Préparer un sac? Pourquoi? On va où? Eleanor laissa échapper un petit rire sec et moqueur. Franchement, Michael, arrête ton cinéma. Tu ne vas nulle part. Nous, dis-je en fixant ma mère droit dans les yeux. Nous allons à l'hôtel, parce qu'il est devenu clair que mes enfants ne sont plus considérés comme des résidents dans leur propre chambre. Alors on va trouver un endroit où on les traitera avec la dignité qu'ils méritent. Le barrage de la politesse se rompit. Un hôtel? Tu es devenu fou. La voix d'Eleanor monta dans les aigus. Tu vas gaspiller ton argent dans un hôtel alors que tu as une maison parfaitement bien ici? C'était une maison parfaitement bien, répondis-je, ma voix glaciale. Jusqu'à ce que tu organises un coup d'état et décides que mes enfants étaient jetables. On a fait ça pour Nathan, balbutia Harold, trouvant du courage dans la colère de sa femme. La famille est censée aider ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas de l'aide, grondai-je. Ma voix remplissant enfin toute la grande entrée. C'est un acte hostile et prémédité de manque de respect. Vous avez fait ça dans mon dos. Vous avez piégé mes enfants. Vous avez conspiré pour leur faire sentir qu'ils n'avaient plus de valeur dans le seul endroit où ils devraient se sentir aimés. Ça n'a rien à voir avec de l'aide. Robert, mon frère incompétent, décida enfin d'intervenir. Allons, Mick, calmons-nous tous. Ne dramatise pas autant. Ce ne sont que des chambres. Je me suis tourné vers lui si vite qu'il recula physiquement. Ne t'avise pas, Robert. Ne t'avise pas de te tenir là, dans une maison où tu vis gratuitement? Où tu manges la nourriture que je paie. Et de me dire de ne pas exagérer. Tu les as regardés faire ça jour après jour. Tu en as profité. Ton fils est traité comme un roi pendant que les miens sont traités comme des moins que rien. Ton silence est une complicité. Tu es aussi coupable qu'eux. Il me regarda sans rien dire, son visage blême. Les garçons, voyant la détermination absolue dans mes yeux, n'ont pas hésité. Ils sont montés rapidement pour faire leur sac. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte brutalement. Je vous attends dans la voiture. Vous avez 5 minutes. Sortir dans l'air frais du soir m'a donné l'impression de remonter à la surface pour respirer. Ma voisine, Karen, une infirmière à la retraite adorable qui n'oubliait jamais les anniversaires des enfants, arrosait ses pétunias. Elle vit la colère sur mon visage et le tumulte dans la maison derrière moi. Michael, tout va bien mon chéri, demanda-t-elle d'une voix douce, pleine de vraie inquiétude. Je forçai un sourire tendu et sombre. Juste une histoire de famille, Karen. Je sors les garçons un peu pour qu'on puisse souffler. Elle posa son arrosoir et s'approcha. Mon chéri, je ne veux pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Mais je dois te dire que j'étais dans mon jardin hier après-midi. Ta mère parlait au téléphone avec sa sœur, très fort. Elle se vantait. C'est bien le mot. Elle disait qu'elle prenait enfin le contrôle de la maison et qu'elle faisait le nécessaire pour Robert et le pauvre Nathan. Le monde a un peu vacillé. Ce n'était pas juste un coup de tête. C'était une campagne planifiée. Merci, Karen, dis-je, la voix lourde. C'est bon à savoir. Mon téléphone vibra. Un message de mon ami Thomas. Il devait être dans une conversation de groupe avec Jessica. Yes. Il vient de m'envoyer un message. Situation X. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ma maison est vide. Tu connais le code? B. La loyauté sans faille de ma vraie famille contrastait douloureusement avec la trahison de mes parents de sang. Juste à ce moment-là, Jason et Daniel sortirent de la maison, chacun tenant un sac à dos. Leur visage n'était plus effrayé, mais marqué d'une nouvelle détermination. Ils étaient dans l'équipe de papa. Je les ai accompagnés jusqu'à la voiture. Alors que je m'installais sur le siège conducteur, ma mère sortit en courant de la maison. Le visage tordu de rage.
Michael Morgan, si tu quittes cette famille, tu le regretteras toute ta vie, cria-t-elle. Sa voix résonnant dans la rue calme du quartier. Je me suis arrêté, la main sur la portière de la voiture. Et je l'ai regardé par-dessus le toit du véhicule. Le fils émotionnel avait disparu. L'avocat avait pris le contrôle total. Tu sembles faire une grosse erreur de jugement, dis-je d'une voix calme et tranchante. Je ne m'éloigne pas de ma famille. Ma famille est juste ici, dans cette voiture. Je m'éloigne de toi. Tu as fait une erreur catastrophique. Et je te conseille fortement d'engager un avocat. Parce que désormais, mon avocat sera mon seul moyen de communication avec toi. Je me suis assis, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans me retourner. Dans le rétroviseur. Je les ai vus tous les trois, ma mère, mon père, mon frère. Debout sur la pelouse comme des statues. Leur visage exprimait un mélange de surprise, de rage et les premiers signes d'une peur grandissante. Ils avaient réveillé l'ours. Ils allaient découvrir qu'en fait, c'était un dragon. Le trajet jusqu'à l'appartement de Thomas au centre-ville s'est fait dans un lourd silence. Les garçons étaient branchés à leur téléphone. Plongés dans le monde numérique pour encaisser le chaos du monde réel. Je les ai laissés faire. Ils avaient besoin d'un tampon. Moi, de mon côté. Je construisais méthodiquement ma machine de guerre dans ma tête. L'explosion émotionnelle était passée. La phase de démolition légale, froide et calculée, allait commencer. L'appartement de Thomas était un oasis de calme. Un lieu moderne et élégant avec de grandes fenêtres, un sol en béton poli. Et un silence béni. Les garçons, épuisés émotionnellement et physiquement, ont pris possession de la chambre d'amis et se sont endormis en 20 minutes. Leurs visages illuminés par la lumière de leurs écrans qui s'éteignaient. Je suis resté debout dans le salon, regardant les lumières de la ville. Briller comme une poignée de diamants dispersés. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'étais vraiment seul. La rage brûlante que je ressentais s'était refroidie en un bloc de glace dans mon ventre. Ce n'était plus de la colère. C'était une question de justice. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Jessica Thorne. Sa voix était nette, professionnelle, même à presque 22 heures. Oui, c'est moi. C'est arrivé. Je m'en doutais quand Linda m'a appelé, dit-elle d'un ton très sérieux. Rapport de situation. Tu es où? Chez Thomas. Il est en déplacement pour une conférence. Les garçons sont avec moi. Ils sont en sécurité. Bien, c'est la priorité numéro 1. Alors, c'est quoi le plan? Demain matin à ton bureau. Je veux revoir tout le plan d'attaque. Je veux que ce soit blindé. Aucune faille. Aucune porte de sortie pour eux. Je veux que ce soit un échec et mat. Mon rendez-vous de 9h vient justement d'être mystérieusement décalé, dit-elle avec une pointe de satisfaction sombre dans la voix. Sois là à 8h30. Elle fit une pause. Michael, respire profondément. Tu peux le faire. Sa simple confiance dans ma capacité me donna la sensation d'une barre de fer placée dans ma colonne vertébrale. Merci. Oui, on se voit demain matin. J'ai à peine dormi. Je me suis assis près de la fenêtre avec un café et j'ai regardé le ciel s'éclaircir lentement. Passant du noir encre au violet sombre puis à un orange plein d'espoir. J'ai pensé à Sarah. Je pouvais presque entendre sa voix, à la fois pragmatique et déterminée. Ne les laisse surtout pas te marcher dessus, Michael. Tu es plus fort qu'ils ne le croient. J'ai senti une nouvelle vague de détermination. Ce n'était plus seulement un combat pour une maison. C'était un combat pour mon respect de moi-même. Un combat pour la mémoire de la femme qui croyait en moi. Après avoir déposé les garçons à l'école. Avec une étreinte réconfortante et une promesse que je m'occupais de tout. Je suis entré dans le bâtiment de bureau de Jessica. Habillé de mon costume de tribunal. Je me sentais moins comme un fils blessé et plus comme l'avocat que j'avais été formé à être. Jessica avait un gros dossier sur son bureau avec mon nom dessus. Elle ressemblait à une générale sur le point de faire son briefing à un commandant de terrain. Bien, dit-elle en glissant le dossier vers moi. Les défenses classiques sont en place. L'acte est uniquement à ton nom. L'héritage de ta grand-mère a été spécifié uniquement pour toi. Ça annule toute tentative de dire qu'ils ont contribué à l'achat de départ. Mais ça, c'est juste la ligne défensive.
Parlons maintenant de l'attaque. Elle se pencha en avant, ses yeux brillants d'un éclat tactique. Quand tu as activé la situation X, j'ai appelé un homme nommé Frank. C'est le meilleur détective privé avec qui j'ai travaillé. Un vrai limier pour tout ce qui est dossier financier. Je lui ai demandé de fouiller profondément sur tes parents. Je me suis redressé. Et qu'est-ce que ton limier a trouvé? Les lèvres de Jessica se courbèrent en un mince sourire acéré. Il a trouvé que l'histoire de tes parents, celle où ils sont au bord de la ruine. C'est une fiction. Un chef-d'œuvre de manipulation. Ils ont un compte épargne commun dans une petite coopérative de crédit caché. Il y a un peu plus de 50 000 $ dessus. En plus, ils reçoivent chaque mois un paiement d'une rente laissée par le frère de ton grand-oncle à ton père. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un revenu stable et confortable. Ils ne se battent pas pour survivre. Ils mettent de côté. Je la regardais fixement, l'audace de leur comportement me coupant le souffle. Tous ces appels en pleurs, les plaintes sur la pauvreté. Tout était un mensonge calculé. Ils n'étaient pas juste en train de profiter de ma gentillesse. Ils avaient monté tout ce plan depuis le début. Ils m'ont manipulé pendant 2 ans, dis-je, les mots ayant un goût de poison. C'est un motif, Michael, dit-elle d'une voix tranchante. Ça prouve que ce n'était pas une question de besoin. C'était de la cupidité. Ça détruit toute pitié qu'un juge ou la famille pourrait encore avoir pour eux. Mais ce n'est pas tout ce que Frank a trouvé. Elle fit glisser une tablette sur le bureau. Elle montrait un registre d'appels obtenu légalement via une demande officielle. Dans le cadre d'une enquête préliminaire que j'avais lancée. Ta mère a été en contact téléphonique avec un avocat spécialisé dans l'immobilier. Un homme connu pour ses stratégies juridiques tordues dans les affaires de personnes âgées. Ils ont parlé 3 fois le mois dernier. Les pièces du puzzle ne faisaient pas que s'emboîter. Elles formaient une image monstrueuse. Ce n'était pas un simple coup de folie. C'était une campagne planifiée et préparée légalement. Nos plans se sont solidifiés. C'était brutal dans sa simplicité. On enverrait une lettre officielle du cabinet de Jessica. Livrée par un huissier à un moment où il serait sûr d'être chez eux. Exigeant une médiation formelle pour discuter des conditions de leur présence continue et de leur contribution financière. Ils verront ça comme une invitation à négocier, ai-je raisonné. Ils penseront que leurs menaces ont fonctionné, que j'ai peur. Ils viendront avec leurs exigences. Exactement, dit Jessica, son sourire devenant prédateur. Ils marcheront droit dans une broyeuse. Les jours avant la médiation furent une vraie leçon de guerre psychologique. Je vivais chez Thomas. Créant une séparation physique claire. Ma mère m'envoya une avalanche de messages. Un mélange chaotique de colère, de culpabilité et de supplications sucrées. Je ne répondis qu'à un seul, par une phrase froide. Toute future communication doit passer par mon avocate, Jessica Thorne. Toute tentative de contact avec moi ou mes enfants sera notée. La veille de la médiation, Jessica me transféra un dernier email de Frank, le détective. Le sujet, pépite d'or. C'était un fichier audio. Je mis mes écouteurs, le cœur battant fort. C'était un enregistrement d'un appel téléphonique entre ma mère et son avocat. Frank, par des moyens que je n'ai pas demandé à connaître, l'avait obtenu. La voix de ma mère était mielleuse, complice. Donc, le but, disait-elle, c'est d'établir une dépendance financière. On peut dire que nos contributions à la maison, notre garde des enfants, ont une valeur monétaire. L'important, c'est de faire croire qu'un conflit pour la garde ou les conditions de vie des enfants seraient émotionnellement et financièrement catastrophiques pour lui. Rien que cette menace pourrait suffire à lui faire accepter un droit d'occupation à vie ou au minimum un gros paiement. Pour qu'on disparaisse en silence. C'est un bon père. Il voudra protéger ses enfants de tout ça. J'ai arraché les écouteurs, les mains tremblantes de rage pure. Ils allaient utiliser mon amour pour mes enfants comme une arme contre moi. Ils allaient me menacer d'un conflit juridique traumatisant, juste pour de l'argent. La moindre trace de sentimentalité ou de culpabilité familiale que je pouvais encore avoir a été brûlée à ce moment-là. Ce n'était pas une dispute familiale sur des chambres ou le respect. C'était de la cruauté pure. Et demain, j'allais l'exposer à la lumière et la détruire. La salle de conférence du cabinet de Jessica était au dernier étage. Une boîte de verre stérile suspendue dans le ciel. Elle était conçue pour faire sentir les gens petits.
Et pendant que j'étais assis là à attendre, j'espérais que ça fonctionne. Le ciel dehors était gris ardoise, menaçant une pluie qui ne tombait pas encore. Je portais mon costume le plus sombre. Celui que j'appelais mon costume d'enterrement. Ça semblait approprié. Je m'étais retrouvé avec Jessica dans le hall, et nous étions montés dans l'ascenseur en silence. Il n'y avait plus rien à dire. La stratégie était en place. Les preuves prêtes. Il ne restait plus que l'exécution. Nous sommes arrivés les premiers. J'ai choisi le siège en bout de la grande table en acajou bien poli. Un geste de pouvoir délibéré. Jessica s'assit à ma droite, organisant 3 gros classeurs à onglets devant elle. On aurait dit une équipe de rachat d'entreprise, pas. 2 personnes prêtes à affronter leur propre famille. Ils arrivèrent pile à l'heure. Un front uni dans le délire. Mes parents, Harold et Eleanor, étaient accompagnés de leur avocat, un certain Monsieur Davis. Cheveux plaqués et sourire faux. Mon frère Robert les suivait, nerveux et totalement perdu. Ma mère était habillée pour jouer la matriarche fragile et offensée. Avec un pull lavande tout doux et un collier de perles. Elle serrait un mouchoir dans une main. Ils prirent place de l'autre côté de la table, une distance palpable entre nous. Monsieur Davis posa sa mallette fine sur la table et ouvrit la séance. Merci d'avoir accepté cette médiation, Michael. Commença-t-il, sa voix dégoulinant de sympathie condescendante. Mes clients, vos parents, sont profondément attristés par cette rupture. Ils espèrent que nous pourrons régler cette affaire familiale malheureuse avec maturité et compassion. Ils sont, comme toujours, surtout préoccupés par le bien-être de leurs chers petits-enfants. Et pensent qu'un foyer stable et multigénérationnel est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je ne réagis pas. Je soutins simplement son regard, mon visage impassible. Il s'éclaircit la gorge, un peu déstabilisé par mon silence. Vu leur contribution importante non financière à la maison durant les 2 dernières années. Et bien sur leur âge avancé. Mes clients estiment avoir acquis certains droits de résidence inaliénables. Ils sont prêts à discuter d'un accord écrit qui fixerait ces droits. Et garantirait leur présence continue au domicile pour le bien de la paix familiale et de la stabilité des enfants. Jessica laissa ses paroles flotter dans l'air. Comme un monument à leur arrogance. Puis elle parla, d'une voix calme, claire et tranchante. Monsieur Davis, dit-elle. Je crois que vos clients vous ont placé dans une position malheureuse en vous basant sur un faux postulat. Nous ne sommes pas ici pour négocier les termes de leur présence. Nous sommes ici pour dicter les conditions de leur départ. Le changement d'atmosphère fut instantané. L'air crépita. Le sourire gras de Monsieur Davis disparut. Je vous demande pardon? Jessica poussa le premier classeur à travers la table. Classeur numéro 1, dit-elle d'un ton sec. Vous y trouverez une copie certifiée de l'acte de propriété du 125 rue Haussé. Comme vous pouvez le constater, Michael Morgan est l'unique propriétaire légal. Vous trouverez également une copie du testament de sa grand-mère maternelle. Qui précise clairement que l'héritage utilisé pour la compte lui a été légué exclusivement. Aucune copropriété, aucune ambiguïté. C'est une affaire de droit d'occupation, pas de propriété, balbutia Davis en s'accrochant. Jessica l'ignora et tourna son regard vers mon frère. Robert, dit-elle d'un ton trompeusement doux. Tu as été licencié de ton poste en vente il y a 6 mois, c'est bien ça? Oui, c'est exact. C'est ce qui t'a poussé, toi et ton fils, à venir habiter chez Michael. Robert hocha bêtement la tête. Oui, c'est ça. Et tu cherches activement un travail depuis, sans succès? Oui, le marché est compliqué, murmura-t-il en évitant mon regard. Un marché très difficile, confirma Jessica avec une lueur menaçante dans les yeux. Elle poussa le 2e classeur vers lui. Peut-être peux-tu alors nous expliquer ceci. Classeur numéro 2. Offre d'emploi signée et acceptée par une entreprise concurrente, datée d'il y a 3 mois. Le poste est celui de directeur régional des ventes. Salaire de départ, $120 000 par an, avec en plus une généreuse commission. C'est même une promotion importante. Tu reçois un salaire toutes les 2 semaines depuis 12 semaines. N'est-ce pas exact, Robert? La couleur quitta le visage de mon frère. On aurait dit qu'on venait de le frapper. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tu as un travail? Murmura Harold, stupéfait, en se tournant vers son fils préféré. Tu nous as menti?
Eleanor bondit pour le défendre. Il était juste prudent. Nous lui avons conseillé d'épargner pour un apport, sans se précipiter. C'était une stratégie financière. Jessica se tourna vers mes parents. En parlant de stratégie financière, dit-elle doucement. Vous êtes venu voir votre fils il y a 2 ans, disant être en grande difficulté. C'est bien ça? Menacé de saisie immobilière? Nous étions désespérés, s'écria Eleanor en portant son mouchoir à ses yeux. La comédie était parfaite. Ah oui, demanda Jessica. Elle poussa le 3e et dernier classeur sur la table. Il atterrit dans un bruit lourd et final. Classeur numéro 3. Vous y trouverez les relevés d'un compte épargne joint à vos 2 noms. Dans la coopérative de crédit du comté. Solde actuel, 53 421 $. Vous trouverez aussi les relevés des dépôts mensuels d'un fonds en rente. Vous avez eu un revenu confortable et stable pendant tout votre séjour chez mon client. Vos plaintes de pauvreté étaient, pour employer un terme juridique, frauduleuses. Monsieur Davis semblait au bord du malaise. Tout son dossier, construit sur un tas de mensonges et de manipulations, venait d'être démoli brique par brique. Mon père fixait le relevé bancaire, son visage ravagé par la honte. Il comprenait enfin qu'il n'avait pas été un partenaire dans une décision familiale. Il avait été complice d'une arnaque sur le long terme. Comment as-tu pu? Hurla ma mère, son jeu d'actrice virant à l'hystérie. Comment as-tu pu espionner tes propres parents? Après tout ce qu'on a fait pour toi? On a des droits. Je parlais enfin. Ma voix était calme, mais elle aspirait tout l'air de la pièce. Quel droit, maman? Je me penchai, les bras posés sur la table. Le droit de me mentir pendant 2 ans? Le droit de me manipuler? Le droit de transformer mes enfants en citoyens de seconde zone dans le seul endroit où ils devraient se sentir en sécurité? Ma voix se fit encore plus basse. Ou tu pensais à d'autres droits? Ce que tu discutes avec ton autre avocat? Jessica sortit son téléphone, le posa au centre de la table et appuya sur un seul bouton. La voix de ma mère, mielleuse, froide et calculatrice, remplit la salle silencieuse et horrifiée. Le but, c'est de faire croire qu'un éventuel conflit de garde lié au logement des enfants serait émotionnellement et financièrement dévastateur pour lui. Rien que cette menace pourrait suffire à le forcer à accepter un droit d'occupation à vie ou au minimum un gros paiement. Jessica arrêta l'enregistrement. Échec et mat. Le silence qui suivit était presque vivant. Danse de honte, de peur et de vérité brutale. Monsieur Davis referma lentement et délibérément sa mallette. C'était terminé. Mon père avait enfoui son visage dans ses mains. Robert regardait notre mère comme si elle était un monstre qui venait d'enlever son masque humain. Et Eleanor, la grande manipulatrice, était enfin silencieuse. Son visage vide de surprise. Ses fausses larmes sèches. Sa toile de mensonges réduite en cendres. Jessica asséna le coup final. Voici nos conditions. Vous avez 14 jours pour quitter les lieux. Vous ne contacterez pas mon client ni ses enfants mineurs. En échange, il ne déposera pas de plainte pénale pour fraude. Et ne contactera pas les services de protection des adultes pour abus financiers. C'est une offre unique. Vous avez 5 minutes pour l'accepter. Je regardais les restes des personnes de l'autre côté de la table. Il n'y avait aucune joie dans cette victoire, seulement une immense et vide tristesse. Et la première vraie bouffée d'air libre que j'avais respirée depuis 2 ans. Sortir du cabinet d'avocat donnait l'impression de sortir d'une tombe vers la lumière. La pluie annoncée ne tomba jamais. À la place, un soleil pâle et faible essayait de percer les nuages. Un ciel parfaitement ambivalent pour une victoire ambivalente. Jessica et moi nous sommes serrés la main dans le hall. Un geste simple mais fort de gratitude entre alliés qui avaient traversé une guerre ensemble. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle. N'importe quoi. Je savais qu'elle le pensait vraiment. Je ne suis pas allé chez Thomas. Je suis allé dans un petit parc qui surplombe la rivière. Je me suis simplement assis sur un banc et j'ai regardé l'eau couler. Essayant de laisser l'adrénaline toxique sortir de mon corps. La confrontation était terminée. Les mensonges étaient exposés. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Ce soir-là, j'ai ramené les garçons à la maison, pour de bon. Ouvrir la porte d'entrée de notre maison ressemblait à un moment solennel. L'air à l'intérieur paraissait déjà différent. Plus léger,
comme si les molécules elles-mêmes avaient été purifiées du ressentiment. J'ai fait asseoir Asson et Daniel sur le canapé du salon. Je ne leur ai pas parlé des comptes bancaires ni de l'enregistrement audio. Ce niveau de trahison, c'était un poids pour un adulte, pas pour des enfants. Mais je leur ai dit la vérité d'une façon qu'ils pouvaient comprendre. Mamie, papy et l'oncle Robert vont bientôt déménager, dis-je calmement. Nous avons eu une longue discussion avec des avocats aujourd'hui. Et on est tous tombés d'accord sur ce qui est le mieux. C'est à nouveau notre maison, juste nous trois. Les yeux de Asson s'écarquillèrent un peu. Pour de vrai? Ils partent vraiment? Pour de vrai, ai-je confirmé. Daniel, mon garçon calme, demanda simplement. Alors je peux récupérer ma chambre? Tu peux récupérer ta chambre, dis-je. Ma voix était chargée d'émotion. Elle est à toi. Le soulagement sur leur visage fut ma véritable victoire. Les 14 jours suivants furent une vraie leçon de tension. C'était comme vivre dans une maison hantée par des fantômes hostiles. Mes parents faisaient leur carton. Mais avec la lenteur rancunière de ceux qui se sentent trahis. Ma mère, Éléanore, errait dans les pièces comme une héroïne tragique. Soupirant bruyamment chaque fois que j'étais là. Elle déclencha une guerre culinaire. Elle cuisina des plats élaborés et délicieux uniquement pour elle, Harold et Nathan. Laissant mes enfants et moi avec des plats à emporter ou des sandwichs. C'était sa dernière petite façon de montrer qu'elle gardait un certain pouvoir dans la maison. Harold, c'était autre chose. La honte l'avait vidé. C'était un spectre, traînant d'une pièce à l'autre avec du ruban adhésif et des cartons. Les yeux baissés. Il avait été le bras droit de ma mère. Mais la révélation de leur plan froid et calculé. Surtout le fait d'utiliser les enfants. L'avait clairement brisé. C'était un homme face à sa propre faillite morale. Et c'était lourd à porter. Le plus grand changement fut chez Robert. 2 jours après la médiation, il frappa à la porte de la chambre d'amis où je dormais encore pour garder mes distances. « Mick, tu as une minute ?» Sa voix était hésitante. Dépouillé de toute son arrogance habituelle. J'ouvris la porte. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Qu'est-ce que tu veux, Rob ?» Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il fixait un poing au sol. J'ai tout emballé. Nathan et moi partons demain matin. J'ai trouvé une location meublée de courte durée de l'autre côté de la ville. Je hochai simplement la tête. Très bien. Écoute, Sa gorge tremblait. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez. Je sais que ça ne rattrape rien. J'ai été lâche, Mick. Je savais que ce qu'il faisait était mal. J'ai vu comment il traitait tes enfants. Comment il te manquait de respect chez toi. Et je n'ai rien dit. J'ai laissé faire. Pourquoi? Rob, demandai-je. Ma voix vraiment curieuse, pas accusatrice. Le travail, le salaire, tu n'avais pas besoin de ça. Pourquoi avoir menti? Il me regarda enfin. Et ses yeux étaient pleins d'un mépris de lui-même dur à voir. Parce que toute ma vie. Elle m'a mis dans la tête que tu avais eu de la chance. Tu avais hérité de la maison. Tu avais le cerveau pour devenir avocat. Tu avais la femme parfaite, la famille parfaite. Et moi, j'étais celui qui galérait. Elle m'a dit que je méritais un coup de pouce. Que le monde me devait quelque chose. Et pendant un temps. Ça faisait du bien d'être celui dont on s'occupait. Celui dont les besoins passaient avant. C'était pathétique, mais c'était vrai. Il inspira profondément. Mais je te jure, Mick. Je ne savais rien du reste. L'argent caché, le plan pour te poursuivre en justice. Quand j'ai entendu cet enregistrement au bureau de l'avocat. Quand je l'ai entendu parler d'utiliser Asson et Daniel dans une bataille pour la garde. Il secoua la tête. Le visage tordu par le dégoût. Ce n'était pas pour m'aider. C'était pour elle. Elle se servait de moi. J'étais juste son excuse. J'étais son pion pour obtenir ce qu'elle voulait. C'était la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite. Je ne regardais plus l'enfant chéri. Je voyais un homme qui se réveillait d'un sortilège de toute une vie. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il à voix basse. Je ne me suis même pas pardonné moi-même. Mais je devais te le dire. Et je vais passer le reste de ma vie à faire en sorte que Nathan sache que ses cousins sont formidables. Et que son oncle est un homme bien.
Je ne laisserai pas son poison l'atteindre. Il se retourna pour partir. Rock, dis-je en l'arrêtant. Il s'arrêta, la main sur la poignée de porte. C'est un début, dis-je. Une lueur de gratitude, de soulagement traversa son visage. Il hocha la tête une fois, puis s'en alla. Le jour du départ final de mes parents était gris et calme. La plupart de leurs affaires étaient déjà parties. Transportées par Robert. Eleanor se tenait là. Dirigeant la mise en place des dernières boîtes dans un taxi. Comme une reine déchue qui regarde ses trésors emportés. Ses derniers mots furent. J'espère que tout ça te rend heureux. Michael, cracha-t-elle, sa voix remplie de venin. Tu as choisi une maison au lieu de ta famille. Tu nous as détruits. Avant que je puisse répondre, mon père, silencieux jusque-là, s'interposa entre nous. Sa voix était fatiguée, brisée, mais ferme. Assez, Eleanor. Arrête simplement. Il se tourna vers moi. Et ses yeux, pour la première fois, contenaient une lueur de clarté. Ce n'est pas pour la maison qu'il a fait ça. Il l'a fait à cause de nous, à cause de ce qu'on a fait. C'est un bon père, Eleanor. Et nous? Nous n'avons pas été de bons parents. Il prit la dernière valise. Tourna le dos au silence choqué de ma mère. Et sortit de la maison. Ma mère me fixa. Le visage figé dans l'incrédulité face à cette dernière trahison. Puis, sans un mot de plus. Elle quitta la maison. Je fermai la porte. Le clic du verrou résonna dans le silence soudain et immense. J'ai appuyé mon front contre le bois frais. Fermai les yeux. Et pris ma première vraie inspiration libre depuis 2 ans. Le silence qui tomba sur la maison dans les jours suivants était comme une chose réelle. Profond, plein et complètement guérissant. Ce n'était pas le silence vide de la perte que j'avais connu après la mort de Sarah. C'était le silence pur et paisible de la reconquête d'un espace violet. Mais je savais que chasser les fantômes n'était que la première étape. Les résidus émotionnels qu'ils avaient laissés derrière eux étaient toxiques. Et je devais m'assurer que mes enfants et moi soyons complètement débarrassés de tout ça. Notre premier acte de reprise fut une déclaration de guerre contre le passé. Je n'ai pas seulement remis les meubles des garçons dans leur chambre. Je les ai emmenés dans un magasin de bricolage avec une mission. Choisissez n'importe quelle couleur de peinture que vous voulez. Ai-je annoncé en montrant l'énorme mur rempli d'échantillons de couleurs. Je m'en fiche que ce soit orange fluo ou noir profond. Ce sont vos espaces, vos centres de commande. Faisons en sorte que ça vous ressemble. Le projet nous a occupés tout le week-end. Jason, mon ado en devenir, m'a surpris en choisissant un bleu marine profond et élégant. Que nous avons complété avec une bordure blanche éclatante. Daniel, mon artiste, a opté pour un vert forêt vibrant. Qui donnait à sa chambre un air de cabane secrète dans les arbres. On a posé des bâches de protection, lancé une playlist avec leurs chansons préférées. Et on s'est mis au travail. On a mis de la peinture partout sur le sol, sur nous, l'un sur l'autre. On a commandé des pizzas et on les a mangées assis par terre, en riant. On ne faisait pas que peindre des murs. On faisait un rituel. On recouvrait les mauvais souvenirs par de nouveaux, joyeux. Envoyant à son collet soigneusement du ruban le long du plafond. Et Daniel sourire avec une tache de peinture verte sur le front. J'ai ressenti une chaleur profonde dans mes os. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Thompson pour nous 3. Je m'attendais à ce qu'il résiste, surtout à son. Mais ils ont accepté sans protester. Ils savaient? Je crois qu'on en avait besoin. C'est important qu'on en parle, leur ai-je expliqué sur le chemin. Pas seulement de ce qui s'est passé. Mais de ce que ça nous a fait ressentir. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est normal d'être en colère. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être perdu. Dans le calme du bureau rempli de livres du docteur Thompson. Ils se sont enfin ouverts. Jason, qui avait toujours essayé d'être fort, a avoué que la colère venait après un sentiment plus profond, l'humiliation. C'était comme s'il disait à tout le monde qu'on n'était pas aussi important que Nathan. A-t-il dit en regardant ses chaussures. Et on ne pouvait rien y faire. Ça m'a fait me sentir faible. Daniel, à sa manière calme, a exprimé la perte. Ils étaient gentils avant. Chuchota Théil. Avant qu'ils emménagent. Mamie me lisait des BD.
Et papy m'apprenait à réparer mon vélo. Puis ils ont emménagé et ils sont devenus bizarres. Comme s'ils avaient oublié qui on était. C'était dur à entendre. Mais c'était une douleur nécessaire. Le docteur Thompson donna un nom à leurs sentiments. Il appela ça une trahison familiale. Et une rupture de confiance. Il m'a aidé à leur expliquer que ce que j'avais fait n'était pas pour punir mamie et papy, mais pour protéger notre famille à nous trois. C'était une façon de poser une limite essentielle. Il a donné aux garçons des outils pour exprimer leurs émotions. Et il leur a assuré que leur maison était, et serait toujours, un endroit sûr. On est sorti de cette séance plus léger, plus soudé que jamais. Ma relation avec Robert commença à s'améliorer. Mais ce fut un processus lent et intentionnel. Pas de grands gestes, juste de petits pas constants. Tout commença par un message de sa part, quelques semaines plus tard. Salut, j'emmène Nat au parc pour jouer au foot. Je me demandais si les garçons voulaient venir. J'ai laissé Hasson et Daniel décider. Ils ont voulu y aller. La première rencontre fut un peu tendue. Robert et moi avons parlé de choses neutres, le sport, la météo. Pendant que les garçons, après quelques maladresses, retrouvèrent vite leur complicité de cousins. En les regardant se courir après et rire dans le parc. J'ai su que réparer cette relation pour eux, c'était la bonne chose à faire. Les visites au parc devinrent régulières. Puis on est passé à des soirées pizza. Robert était différent. Plus réfléchi, plus à l'écoute. Il me posait des questions sur mon travail, vraiment intéressé par mes dossiers et mes chances de promotion. Il parlait ouvertement de son boulot, de son salaire, du budget qu'il avait établi. Il avait même ouvert un compte épargne pour l'université de Nathan. Il était fier de son indépendance. Un après-midi, alors qu'on regardait les enfants jouer, il dit « Mais tu sais, dans un sens assez désastreux, tout ça. C'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. » Je levai un sourcil. « J'ai passé toute ma vie à être soutenu par elle, dit-il. Sans même nommer notre mère. Elle m'a rendu paresseux. Elle m'a donné un sentiment d'avoir droit à tout. Quand tu lui as tenu tête, quand tu as fait tomber tout son château de cartes. Tu m'as forcé à grandir, à devenir un vrai père. C'était l'expérience la plus humiliante de ma vie. Et je t'en suis reconnaissant. » Je lui tapai l'épaule. « Content que tu t'en sortes bien, Rob. »« J'essaie, dit-il. Et pour la première fois. » Je le crus. Ma propre vie aussi s'ouvrait d'une façon inattendue. Sur les conseils de Jessica, je me suis inscrit à un groupe de soutien. « Tu as tenu cette famille seule pendant 5 ans, Michael, m'avait-elle dit. Va parler à des gens qui comprennent. » C'était un groupe pour parents veufs. Pour la première fois, j'étais dans une pièce remplie de personnes qui comprenaient ce que c'est que d'élever des enfants tout en gérant son propre deuil. Ils comprenaient l'épuisement, la solitude, la culpabilité. C'est là que j'ai rencontré Rachel. Elle était architecte paysagiste, avec un rire facile et des yeux doux, dans lesquels je reconnaissais un peu la même tristesse que dans mon propre miroir. Son mari était mort dans un accident de voiture il y a 3 ans, la laissant avec 2 filles. Notre première conversation n'avait rien de romantique. C'était un soulagement profond. On a parlé des ventes de gâteaux de l'école, de la difficulté à apprendre à conduire à un ado, et de ces chansons à la radio qui vous font encore pleurer sans prévenir. On a commencé à se voir pour un café. Puis on a emmené nos 4 enfants au parc les dimanches. Notre amitié s'est construite naturellement. Sur une base d'expériences communes. Il n'y avait pas de pression, pas de faux semblants. Un jour, alors qu'on regardait les enfants, une bande bruyante et joyeuse essayant de faire voler un cerf-volant. Elle s'est tournée vers moi et a souri. « Tu as l'air heureux, Michael, dit-elle. » J'ai réfléchi à ce qu'elle venait de dire. La tension constante que j'avais portée sur mes épaules pendant 2 ans avait disparu. Le nuage de ressentiment s'était dissipé. Ma maison était redevenue un havre de paix. Mes enfants étaient heureux et en sécurité. Ma relation avec mon frère guérissait lentement. J'avais une nouvelle amie qui comprenait mon passé sans que je doive l'expliquer. « Oui, dis-je. » Et la simplicité de cette vérité me frappa comme une révélation. Je suis vraiment heureux. Je commençais un nouveau chapitre. Ce n'était pas celui que j'avais écrit avec Sarah. Mais c'était un bon chapitre.
rempli d'espoir, de résilience. Et de la joie douce et méritée d'une vie paisible. La nuit dernière était l'une de ces soirées d'automne parfaites, claires et fraîches. Du genre qui te donne envie de faire un feu de camp. Les feuilles de l'énorme érable dans notre jardin étaient un mélange éclatant de rouge et d'or. Et l'air sentait la fumée de bois venant de la cheminée d'un voisin. J'étais sur la terrasse, en train de faire griller des hamburgers. Un geste simple, domestique, qui me paraissait être un vrai luxe. Depuis la maison, j'entendais les sons de la guitare électrique d'Asson. Il répétait un morceau depuis un moment. Et il était enfin en train de réussir son solo. Les notes hésitantes et maladroites d'il y a quelques mois étaient devenues une mélodie fluide et assurée. À la table de la cuisine, visible à travers la porte vitrée, Daniel était penché sur son carnet de croquis. Son crayon courant sur la page. Son art, autrefois juste un passe-temps, était devenu sa voix. Ses dessins remplis de mondes complexes et de créatures imaginaires. La maison était remplie des sons de la satisfaction de mes enfants. C'était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. Nous avons dîné dehors sous les guirlandes d'ampoules Edison que j'avais accrochées pendant l'été. Ce n'était qu'un mardi normal, mais ça ressemblait à une fête. Il n'y avait pas de tension cachée, ni de mots choisis avec prudence. On parlait simplement de l'école. Et d'une vidéo drôle qu'ils avaient vue sur la question de savoir si un hot-dog est techniquement un sandwich. C'était simple, c'était normal. Pendant que je débarrassais les assiettes, Daniel resta silencieux un moment, l'air pensif. « Oh papa ?»« Oui, mon grand. »« Oh tu sais c'était vraiment un moment très, très dur, dit-il d'une voix douce mais claire. Quand mamie et papy étaient ici, quand ils ont fait ça avec nos chambres et tout ça. J'ai posé ce que je faisais et je suis retourné m'asseoir pour lui donner toute mon attention. Oh oui, c'était un moment terrible. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là, avoua-t-il en me regardant pour voir ma réaction. Jason, qui était resté silencieux jusque-là, parla depuis l'autre côté de la table. Oh moi, j'avais pas peur, dit-il avec son attitude d'ado un peu frimeur. J'étais juste vraiment en colère. Mais il fit une pause. Oh t'as réparé les choses, papa. Daniel hocha la tête avec énergie, un petit sourire apparaissant sur son visage. Oh oui, t'as tout réparé. Je suis fier de toi, papa. Un nœud se forma dans ma gorge, lourd et soudain. Dans ma carrière, j'avais reçu des compliments de grands associés, de la gratitude de clients. Le respect d'avocats adverses. Mais rien de tout cela, pas un mot n'avait autant de poids ou de sens que cette simple phrase dite par mon fils de 12 ans. Oh moi aussi, je suis fier de vous, réussis-je à dire, la voix un peu rauque. Oh vous avez été si fort, si courageux tout au long de tout ça. Plus tard ce soir-là. Bien après que les garçons se soient endormis. Je suis resté debout dans le salon calme. Avec le bruit doux du lave-vaisselle dans la cuisine. Mon regard se posa sur la photo encadrée de Sarah sur la cheminée. C'était une photo de notre mariage. Son sourire débordait de vie, ses yeux brillaient avec tous les espoirs et les rêves. D'un futur qui s'était arrêté trop tôt. Pendant longtemps après son départ, je regardais cette photo. Et je ressentais une douleur vive d'insuffisance. Une peur silencieuse de l'avoir déçu. De trahir notre promesse. Je faisais juste de mon mieux pour qu'on ne coule pas. Mais ce soir-là, en regardant son visage rayonnant, j'ai senti une paix profonde m'envahir. J'avais tenu ma promesse. J'avais protégé nos enfants. J'avais défendu notre maison. Le refuge qu'on avait construit. Pas seulement avec une hypothèque et de la peinture fraîche. Mais avec des rires partagés et des rêves chuchotés. Face à la trahison. J'avais montré à nos enfants que la famille, ce n'est pas juste un lien de sang incassable. Mais une chose fragile et précieuse. Qui doit être construite sur l'amour, le respect. Et des limites qu'on défend avec force. Je leur avais appris que leur maison est leur château. Et que personne, absolument personne, n'a le droit de les faire se sentir impuissants entre ces murs. Le voyage a été brutal. J'ai dû affronter les parties les plus laides de mon histoire pour trouver la lumière. Mais on l'a trouvée. Et en la trouvant, je n'ai pas seulement sauvé ma maison. J'ai sauvé ma famille. Je me suis sauvé moi-même. Et j'ai enfin compris, dans le fond de mon âme, ce que ça veut vraiment dire d'être père. Merci d'avoir écouté mon histoire.
J'espère qu'elle a résonné en toi, d'une manière ou d'une autre. As-tu déjà été dans une situation où tu as dû prendre une décision difficile? Pour protéger ta propre paix ou ta famille. Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment les lire. Et n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour ne pas rater ce qui arrive ensuite.